Dis-moi, t'as déjà entendu parler de grandes évasions de prison? Tu sais, ces mecs qui s'échappent à la nage dans des eaux glacées ou qui traversent des forêts pleines de chiens affamés. Ouais, il y en a eu des légendaires. Mais celle-là, c'est autre chose. Parce que là, le gars devait s'évader non pas d'une prison, mais d'un pays entier. Ouais, t'as bien entendu. Son pays, c'était sa prison. Et pas n'importe lequel. La Corée du Nord. Le royaume du contrôle total. L'homme dont je te parle s'appelait Shin Dong-hyuk. Et il est né là-bas, dans un des endroits les plus cauchemardesques du monde, le camp 14. Un camp tellement fermé qu'on l'appelle zone de contrôle total. En gros, t'y entres, tu n'en ressors jamais. Et pourtant, Shin, lui, a fait l'impossible. Mais attention, faut comprendre un truc. Shin n'avait rien fait. Rien du tout. Il est né prisonnier. Parce qu'en Corée du Nord, si ton grand-père ose critiquer le régime, toute ta lignée paye. Père, mère, enfant, petits-enfants, tout le monde. T'imagines la situation? Imagine le gamin qui naît dans ce camp et après quand il te demande pourquoi il est là, alors qu'il est fan de Kim Jong-un, on lui dit « un arrière-arrière-grand-père a fâché le régime ». Et maintenant, il vit ainsi à cause de ça. Bref, c'est le principe du crime familial à vie. Tu nais coupable. Son père lui a raconté un jour que sa mère lui avait été offerte en récompense pour son bon travail à l'atelier. Ouais, comme bonus de fin d'année. Sauf que là, c'était une femme. Ambiance romantique, zéro. Shin, lui, voyait à peine son père. Et la bouffe, c'était la guerre. Il devait se battre contre sa mère et son frère pour quelques grammes de riz. Les gardes leur répétaient sans arrêt « Travaille si tu veux vivre. Désobéis et tu meurs. » Et crois-moi, c'était pas des paroles en l'air. Dans le camp 14, la famille, c'était pas un soutien. C'était des rivaux. À l'école, oublie les cours de maths ou le foot dans la cour. Là-bas, éducation physique, c'était aller bosser dans les champs. Et les leçons, rien sur leur pays ni sur Kim Jong-un. C'était juste du lavage de cerveau et du travail forcé. Shin a même vu une fille de son âge se faire battre à mort par le professeur, juste parce qu'elle avait gardé un peu de nourriture dans sa poche. Ouais, à ce point-là. Et tu veux savoir le plus fou? Dans ce camp, il n'y avait même pas de portrait du cher leader. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient là, ils étaient déjà considérés comme perdus, effacés de la société. Ils n'existaient plus. Très jeune, Shin a compris une règle simple. Tu bouffes, tu te fais bouffer. Il survivait avec des insectes, des rats, des racines. Et pour avoir un peu plus à manger, certains devenaient mouchards. Ils dénonçaient leurs camarades pour une poignée de riz. Après, t'avais pas vraiment le choix, car il y avait une loi très claire appliquée sur le champ. Si tu dénonçais quelqu'un qui dit quelque chose de travers, ou qui prépare un sale coup comme s'enfuir, tu reçois un peu de nourriture. Mais si t'as entendu quelque chose et que t'as rien dit, eh ben tu te fais abattre sur le champ. D'ailleurs, Shin a vu des dizaines d'exécutions. Des gens tués pour un vol, une phrase de travers, un regard mal placé. Et souvent, c'était leurs propres amis qui les avaient balancés. Et tout ça pour une bouchée de pain. Lui aussi, à un moment, il s'est mis à dénoncer, pensant que ça le protégerait. Mais non, les coups tombaient quand même. Et un jour, après avoir cassé une machine, son chef lui a carrément coupé un doigt, juste pour lui apprendre la discipline. Vois le genre de vie? Pour Shin, l'enfer, c'était pas une métaphore, c'était son quotidien. Tu vois, le camp de Kaechon, c'était pas un camp comme les autres. Là-bas, c'était réservé aux cas désespérés. Des gens qu'on considérait comme irréparables. Aucune chance de réhabilitation, aucune sortie, aucune fin heureuse. Même ceux qui naissaient là-bas étaient condamnés dès le premier cri. Et leur seul but dans la vie, travailler jusqu'à crever. Tu choisissais une industrie, couture, machine, bétail, et t'espérais juste que les gardes n'aient rien à te reprocher. Le rêve ultime, bosser dans l'élevage. Pourquoi? Parce que t'avais accès à la nourriture des animaux. Et si t'étais malin, tu pouvais gratter 2-3 morceaux quand personne te regardait. Certains allaient même jusque fouiller dans les crottes d'animaux, juste pour y trouver des grains de maïs non digérés. Ouais, la survie, version Kaechon. Shin, lui, n'avait jamais connu autre chose. Pour lui, le camp, c'était le monde. Mais sa mère, elle, se souvenait d'avant. Et elle n'en pouvait plus. Alors elle a commencé à planifier une évasion avec son fils aîné. Un jour, Shin avait 13 ans. Et il les a entendus parler de leur plan. Il a vu qu'ils avaient préparé un repas spécial pour le grand frère. Du riz, alors que lui, il avait encore son éternel bouilli de maïs. Et là, la jalousie a parlé. Il s'est dit, pourquoi lui et pas moi? Et surtout, si je balance le plan, peut-être que les gardes vont me récompenser. Sauf que non. Quand il a voulu prévenir son prof, il n'était pas là. Alors, il est allé voir le garde de nuit de l'école. Et ce génie de garde a pris tout le mérite. Il a dit que c'était lui qui avait découvert le complot. Résultat, Shin n'a pas été récompensé, il a été arrêté, avec toute sa famille. Les gardes l'ont torturé pendant 4 jours. Il y a feu, crochet, électrocution,
tout y est passé. Il voulait savoir ce qu'il savait, même s'il n'avait rien fait. Shin en est sorti couvert de cicatrices à vie. Et après ça, ils l'ont enfermé 7 mois, seul dans une minuscule cellule. Quand ils ont enfin compris que lui et son père n'étaient pas impliqués, ils les ont sortis. Ils les ont mis dans une voiture, direction le camp. Et là, la pire scène de sa vie les attendait. Devant tout le monde, sa mère et son frère ont été exécutés. Et les gardes ont forcé Shin et son père à regarder. Je me demande juste si la mère et le frère ont su que c'était Shin qui les avait trahis. C'est là, à ce moment précis, qu'il a compris l'horreur dans laquelle il vivait. Et qu'il s'est juré de s'enfuir, coûte que coûte. Après ça, Shin a été renvoyé au travail dans une usine textile. C'est là qu'il a rencontré Park, un homme très différent. Park, lui, venait de l'extérieur. Un ancien citoyen de Pyongyang qui avait voyagé en Allemagne de l'Est, en Chine. Autant dire qu'à côté de Shin, c'était un cosmonaute. Park connaissait un autre monde. Un monde où on pouvait apprendre, bouger, respirer un peu. Il a raconté qu'il avait même serré la main de Kim Jong-il. Et ça, pour Shin, c'était comme écouter un conteur parler d'un univers parallèle. Mais ce qui l'a le plus marqué, c'était pas les voyages, c'était la nourriture. Park lui décrivit des plats, des odeurs, des saveurs qu'il n'avait jamais imaginées. Parce que dans tout son camp, Shin avait mangé la même chose depuis toujours. De la bouillie de maïs, du chou, parfois un insecte ou un rat quand il avait de la chance. Chaque mot que Park prononçait, c'était une étincelle. Et dans la tête de Shin, le feu a commencé à prendre. Il s'est dit, je vais finir ce que ma mère et mon frère ont commencé. Je vais m'enfuir d'ici. Shin et Park avaient fait un pacte. Un deal entre deux hommes prêts à risquer leur vie pour une chance. Une seule, de voir le monde extérieur. Shin, lui, connaissait le camp comme sa poche. Normal, c'était le seul endroit qu'il avait jamais vu. Park, de son côté, venait d'arriver. Sans Shin, impossible de s'en sortir. Mais dehors, c'était l'inverse. Shin ne connaissait rien, pas même la valeur d'un billet. Alors Park lui avait promis, si on sort d'ici, je t'emmène jusqu'à la liberté. Ils attendaient juste le bon moment. Et il est arrivé le 2 janvier 2005. Ce jour-là, les gardes avaient assigné les corvées au hasard. Shin et Park se sont retrouvés près de la clôture électrifiée, la fameuse barrière que personne n'avait jamais franchie vivant. Et là, ils remarquent quelque chose. Les gardes mettent plus de temps que d'habitude à faire leur ronde. C'était maintenant ou jamais. Alors ils foncent. Park s'approche de la clôture, essaye de grimper, mais ce mur d'acier, c'était pas un simple obstacle, c'est une arme. La décharge le frappe de plein fouet. Instantanément, son corps se fige. Park meurt sur place. Et dans sa mort, il laisse à Shin une dernière chance. Le corps de Park est resté coincé dans la grille. Une ouverture, une protection contre le courant. Et Shin comprend. Il s'élance, grimpe sur son ami mort et passe la barrière. Et même avec cette protection, le courant le brûle. Ses jambes sont carbonisées par les fils du bras. La douleur était atroce. Mais pour la première fois de sa vie, il est libre. Le camp est derrière lui. Les gardes ne l'ont pas encore remarqué. Et Shin n'a qu'une idée en tête. Courir. Il trouve une petite maison, celle d'un fermier. À l'intérieur, un uniforme militaire poussiéreux. Parfait. Personne ne sait à quoi il ressemble dehors. Alors il se déguise en soldat nord-coréen. Et ça marche. Dehors, tout est nouveau. Les routes, les gens, la monnaie. Il ne comprend rien. Il vole un sac de riz, le revend des villageois affamés. Et avec cet argent, il s'offre des biscuits. C'était le premier goût sucré de toute sa vie. Et des cigarettes. Comme un roi en cavale. Mais il sait qu'ils finiront par remarquer sa fuite. Alors il trace vers le nord. Direction la frontière chinoise. Et là, coup du sort. La famine joue en sa faveur. Les gardes frontaliers, eux aussi, crèvent la faim. Alors qu'en Chine leur file un peu de bouffe et des clopes, ils le laissent passer. Et voilà, Shin Dong-hyuk venait de faire l'impossible, s'évader de la Corée du Nord. L'histoire ne s'arrête pas là. En Chine, Shin reste discret. Toujours la peur d'être repéré et renvoyé. Il travaille comme ouvrier, change de ville, survit. Jusqu'au jour où un journaliste le repère dans un resto de Shanghai. Le mec comprend vite qu'il n'a pas affaire à n'importe qui. Alors, il contacte l'ambassade de Corée du Sud. Les autorités sud-coréennes confirment qu'il n'est pas un espion. Et Shin peut enfin raconter son histoire au monde. Il écrit un livre, Par vivre en Amérique, collabore avec le journaliste Blaine Harden. Son témoignage devient mondialement connu et il finit même par parler devant les Nations Unies. Pour la première fois, le monde entier découvrit un témoignage direct sur les horreurs cachées derrière les murs de la Corée du Nord. L'histoire de Shin faisait enfin entendre une voix sortie de l'enfer. Son livre, Escape from Camp 14, ou L'évasion du camp 14 en français, est devenue une lecture incontournable partout dans le monde. Les gens n'en revenaient pas. Un homme avait survécu à ce cauchemar et vivait désormais libre. Mais tu t'en doutes, l'histoire n'était pas finie. Il restait un dernier rebondissement. Quand la Corée du Nord a vu son histoire se répandre à l'international, le régime a paniqué. Ils ont compris qu'ils dévoilaient leurs secrets les plus sombres.
Alors, en 2012, ils ont lancé leur propre version de l'histoire. D'abord, ils ont dit que Shin n'avait jamais été prisonnier chez eux. Puis, ils ont affirmé qu'il s'appelait en réalité Shin In-gwen. Et là, ils ont sorti le grand show télévisé. Interview, témoins, même son père à l'écran, tous disaient que Shin mentait. Selon eux, il n'était pas né au camp 14. Et s'il y avait fini, c'était pas pour des raisons politiques, mais à cause d'un crime sexuel commis par sa famille. Ils ont même prétendu que sa mère et son frère avaient été exécutés, non pas pour une tentative d'évasion, mais pour un meurtre. De son côté, Shin a dit qu'il connaissait ces rumeurs, et qu'elles étaient fausses, complètement inventées. Évidemment, la propagande nord-coréenne a continué à fond. Le but, détruire sa crédibilité. Mais en 2015, tout a changé. Cette année, Shin a recontacté le journaliste Blaine Harden, et ensemble, ils ont sorti une nouvelle édition du livre, mais cette fois avec une préface explosive. Shin y avouait avoir modifié certains détails de son histoire. Pas pour mentir, disait-il, mais pour rendre son récit plus cinématique. Il expliquait aussi qu'il n'avait pas passé toute sa vie au camp 14, mais qu'il avait été transféré plusieurs années au camp 18. Un peu moins brutal. Il reconnaissait aussi avoir mal raconté certains passages, notamment en accusant sa mère et son frère d'un meurtre, une erreur qu'il disait regretter jusqu'à sa mort. Il révéla également avoir tenté de s'évader 2 fois du camp 18, 2 échecs suivis de tortures et d'un retour au camp 14. Mais une chose, une seule, n'avait jamais changé dans son récit, la mort de Park et sa propre évasion sanglante mais victorieuse. Voilà, c'était notre histoire du camp 14. Si t'as aimé cette histoire, accroche-toi, on est encore plus fou. Découvre les règles les plus folles que les Nord-Coréens doivent suivre, ou clique juste ici pour une autre histoire encore plus incroyable.